Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui Charles Cohen en face de moi sur votre écran, qui est fondateur de Bodyguard. Bodyguard, c'est le garde du corps sur le web. Donc le garde du corps sur le web, c'est pour qui, Charles Cohen? Bonjour. Bonjour Quentin, merci beaucoup, bonjour à tous. Charles Cohen, les clients, c'est qui? Qui a besoin d'un bodyguard sur Internet? J'ai envie de dire tout le monde, mais j'imagine que tout le monde ne peut pas s'offrir vos services. Donc à qui à qui sont vos clients exactement? Tout à fait, alors on a lancé une application mobile qui s'appelle donc Bodyguard, qui vous protège en temps réel du cyberharcèlement et des contenus haineux sur vos réseaux sociaux. Et à la base, c'était surtout pour les jeunes enfants qui étaient énormément victimes de haine en ligne et de cyberharcèlement. Donc on a créé cet outil, un, pour les protéger, pour éviter tous les côtés néfastes du cyberharcèlement, et également pour qu'ils puissent enfin oser créer du contenu, parce que la haine en ligne aussi entraîne de l'autocensure. Et donc voilà, au début on avait surtout une cible d'enfants, jeunes Plateau, créateurs ouais, sur ouais. Internet, d'ados, et petit à petit, maintenant on a à peu près 55 000 utilisateurs, Ouais. euh, et c'est extrêmement varié. C'est-à-dire que n'importe qui avec une présence sur les réseaux sociaux utilise Bodyguard. Ça va du ministre à l'influenceur, au créateur, aux journalistes, aux acteurs. C'est extrêmement varié. On est très content de ça parce qu'on protège vraiment tout le monde sans aucune distinction. Et donc j'ai vu que c'était un service gratuit. Comment est-ce que vous vous rémunérez du coup chez Bodyguard? Comment est-ce qu'on rémunère ce Bodyguard si bienveillant? Tout à fait, très bonne question. Donc, c'est une application qui est entièrement gratuite, sans publicité, sans collecte de données. Ouais. Donc, le client n'est pas le produit. Nous, ce qu'on fait, c'est que, alors déjà, dans un premier temps, on vient de lever 2 millions d'euros qui nous permettent de recruter une équipe, Mhm. monter une équipe et développer divers produits. Mais là où on va se rémunérer, c'est avec les entreprises. C'est-à-dire qu'on va ouvrir la même technologie qu'il y a dans l'application Bodyguard, on va ouvrir cette technologie pour que n'importe quelle plateforme, n'importe quelle entreprise puisse utiliser notre technologie pour modérer et protéger leur plateforme contre le cyberharcèlement. Donc c'est une technologie qui est très demandée. Et si par exemple vous avez un site de rencontre ou un forum ou un blog, vous pouvez à chaque fois que quelqu'un poste un commentaire ou poste finalement un contenu généré par l'utilisateur sur votre plateforme, vous pouvez, grâce à notre technologie, l'analyser et nous on va vous dire s'il est problématique ou non et après à vous de prendre la décision que vous souhaitez. Alors c'est toujours compliqué de rendre visibles et formelles des technologies et des choses qui par définition n'en sont pas vraiment. Grosso modo, Bodyguard, c'est un algorithme, un logiciel qui détecte des termes violents, des termes haineux, et donc en gros c'est une sorte d'annuaire de termes haineux en ligne, en gros, c'est ça? Exactement. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est les mots en lien avec l'intelligence artificielle et tout ça qui font un petit peu peur, donc j'utilise jamais ça. J'essaie d'expliquer la technologie de manière très simple. Pour vous expliquer comment fonctionne Bodyguard, on va récupérer un commentaire à analyser, on va nettoyer ce commentaire, c'est-à-dire qu'on va retirer les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, les mots censurés. Une fois qu'on a nettoyé tout ça, on va venir dans cette phrase essayer de repérer les mots ou les groupes de mots qui sont potentiellement problématiques. Euh, Mm. comme des insultes, comme ça peut être tout et n'importe quoi. Et une fois qu'on a repéré ce groupe de mots, on fait de l'analyse de contexte, c'est-à-dire qu'on va voir dans la phrase ce qui se passe avant et après ce mot ou ces mots problématiques, ce qui nous permet, nous, de dire à qui est destiné le contenu haineux. Euh, je pourrais parler pendant des heures sur la problématique du machine learning et du deep learning, mais nous, on a une technologie qui est vouée à protéger un utilisateur des contenus haineux et donc le protéger des contenus haineux qui lui sont destinés à lui personnellement. Euh, pour vous donner un exemple, c'est que si votre ami vous dit sur Twitter tu as totalement raison, Tartampion est con, excusez-moi du terme, vous ne souhaiterez pas que le commentaire soit supprimé. Et donc c'est le rôle de Bodyguard de savoir que ce contenu haineux est haineux envers Tartampion et non Mm. pas envers l'utilisateur qu'on protège. Donc nous, on propose ce genre de technologie, c'est-à-dire que notre technologie elle rend une analyse très formelle en disant bah, j'ai trouvé de l'insulte, j'ai trouvé des moqueries, de l'harcèlement sexuel, du racisme, de l'homophobie destiné à tel individu. Et l'insulte que vous venez d'évoquer sera évidemment coupée au montage pour ne pas choquer les internautes qui nous regardent. Charles Cohen, on sort d'une période de confinement qui a été éprouvante pour beaucoup de Français. Est-ce que pendant cette période un peu inédite, vous avez constaté une augmentation des messages à caractère haineux ou violent sur les réseaux sociaux? Est-ce que les Français se sont montrés plus caractériels qu'ils le sont habituellement?
Alors, on a en effet constaté une augmentation de la haine en ligne de l'ordre de 60%, mais c'est une augmentation à deux niveaux, c'est-à-dire que on a bien sûr eu plus de contenu analysé, on a repéré plus de contenu haineux, mais on a aussi eu un ratio pour commentaires haineux / sans commentaires plus élevé. C'est-à-dire qu'avant le confinement, on avait à peu près 1% des échanges et des contenus qu'on analysait qui étaient haineux, et pendant le confinement, c'est passé à 2,5. Et de manière générale, c'est quelque chose qui est souvent lié à la situation socio-économique d'un pays ou alors une situation en particulier. Et donc on peut également dire que avec la situation actuelle, on peut dire qu'on peut prévoir que le chômage va un petit peu augmenter et donc par définition, les gens seront un petit peu plus tendus, un peu plus agressifs et que la haine va continuer à progresser. Et que la haine va continuer à progresser parce que les réseaux sociaux, on le sait, c'est une sorte, dans certains cas, a fortiori dans ce que vous me décrivez, c'est une sorte de défouloir géant où tout le monde permet de soulager un peu ses nerfs. Exactement, c'est que nous on n'a pas une position où on va être agressif envers les personnes qui propagent la haine en ligne. On essaie parfois d'essayer de les comprendre. Et en effet, on voit que les réseaux sociaux sont utilisés comme un défouloir dans certains cas, c'est-à-dire que ça soulage les gens de propager leur haine. Le souci, c'est que ça fait du mal à la personne qui est en face. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. Alors, est-ce qu'il y a un réseau social que vous, qui est plus violent qu'un autre, sur lequel, en tout cas, vous enregistrez plus de messages haineux que sur les autres? Alors, je pense que le réseau social le plus doux, entre guillemets, pour le moment, c'est Instagram. Et on observe un taux de haine un peu plus fort, même beaucoup plus fort, sur Twitter et YouTube. Ça, c'est deux plateformes où la haine est constante, entre guillemets. Oui. Donc, après, c'est assez paradoxal, parce que, si vous voulez, sur Twitter, on aurait tendance à penser que 10% des tweets sont haineux, alors qu'en réalité, c'est seulement 1%. Ah oui. Ça, c'est aussi un défaut de l'être humain de se concentrer un petit peu que sur le négatif Ouais. et que sur ce qu'il y a de mauvais. Mais sur Twitter, 1% des échanges sont haineux, mais leur plateforme fait qu'ils sont souvent mis en avant et on finit par voir que ça. Et c'est généralement ciblé sur les mêmes personnes, donc ça crée des dégâts monstrueux. Et enfin, là, pendant le confinement, ça a dû passer à 2-3%, je pense, sur Twitter. C'est quand même énorme quand on y pense. Et donc, le message haineux, la violence que vous constatez le plus souvent, disons le message type que vous condamnez et que vraiment le grand classique, entre guillemets, quoi. Alors, on a énormément d'harcèlement sexuel envers nos utilisatrices, de messages qui sont purement sexistes. On a beaucoup d'homophobie et on a eu une augmentation énorme du racisme, notamment du racisme contre les Asiatiques. Durant cette période de confinement et durant cette période de coronavirus. Donc ça, c'est quelque chose où nous, on a renforcé notre technologie à fond là-dessus. On a eu l'apparition de nouveaux mots, comme par exemple le mot Covidio, qui est une destinée à ceux qui ne respectaient pas le confinement. Donc voilà, c'est les catégories qui reviennent et qui sont en constante augmentation, c'est l'homophobie, le racisme. Et pour finir, Charles Cohen, est-ce que vous trouvez, donc en sortant complètement du confinement et de la crise sanitaire, etc., si on prend un peu de recul et qu'on regarde sur les années qu'on vient de traverser, est-ce que vous trouvez qu'en ligne, les gens sont plus violents, moins violents, ou c'est vraiment une question de période et de contexte? Tout à l'heure, vous évoquiez le contexte socio-économique et l'ambiance générale d'un pays, tout bêtement. Je pense que les gens sont de plus en plus violents. Après, ça s'explique par le fait que les gens sont connectés de plus en plus tôt et connectés de plus en plus tard. On a beaucoup de violences sur Twitter qui viennent de grands-parents. C'est quelque chose d'assez drôle. Mais on a également beaucoup de violences qui viennent d'enfants de 8 ans. Donc ça s'explique par ça s'explique que les gens sont de plus en plus connectés, sont de plus en plus énervés, sont de plus en plus également manipulés par les fake news, et c'est ça qui crée de la haine, qui crée de l'énervement. Et c'est un nouveau moyen pour eux également de se défouler. Donc parfois ils en profitent. Et après on a par exemple, on va bientôt se lancer aux États-Unis et on observe, là on est en train de tester un petit peu la technologie et du coup on surveille un petit peu ce qui se passe aux États-Unis sur Twitter, et avec l'affaire George Floyd et tout ça et les présidentielles qui arrivent, ça va totalement partir en cacahuète. Puisque vous évoquez l'international, puisqu'on quitte un peu les frontières françaises, est-ce qu'il y a un pays, peut-être d'une culture, où ce phénomène de violence en ligne est moins présent que dans d'autres pays? Peut-être pas, je ne sais pas. On cite souvent des pays scandinaves comme grands exemples pour des tas de raisons. Est-ce que dans les pays scandinaves, les gens sont moins violents en ligne?
les pays nordiques sont moins violents. D'accord, Après, ok. on a des pays où c'est beaucoup plus violent, comme l'Inde, le Brésil, les États-Unis. C'est quelque chose qui est plus violent, plus massif, et surtout dans leur culture, parce qu'après, on peut encore une fois partir sur un débat un petit peu politique et au niveau des lois, mais leur premier amendement et la liberté d'expression là-bas, c'est quelque chose de très respecté. Et voilà, donc c'est une question de culture, et la France, d'un point de vue haine, n'est pas trop mal classée, on va dire, dans le classement des pires. Bon, ça n'excuse rien, bien sûr, mais voilà, il y a Bon. pire. En tout cas, on aura réussi à passer cette interview sans s'insulter ou dire de méchanceté, Charles Cohen. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Quentin, à vous aussi.